Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où j'avais un petit peu envie de vous parler de mes projets de lecture pour l'été. Je la fais beaucoup plus tard que prévu, je voulais bien évidemment la faire plus tôt vers la fin juin. J'ai eu d'autres choses qui m'ont un petit peu occupée jusqu'à présent et également empêché de lire autant que je le voulais. Mais là je suis vraiment rentrée dans une période de temps libre où je peux lire un petit peu plus et donc j'avais envie de vous présenter mes projets pour cet été. Cette vidéo sera divisée en deux puisque d'abord je vais vous parler de mes lectures pour le mois de juillet, dont une que j'ai déjà terminée, qui sont des lectures que je qualifierais de pavées. Je pense que comme beaucoup de personnes en été, lorsque j'ai des vacances, lorsque j'ai un peu plus de temps, j'en profite pour lire des livres assez volumineux pour vraiment voilà tomber dans des histoires qui font 600, 700, 800 pages et vraiment avoir le temps d'en profiter sans avoir un rythme de lecture qui peut être ralenti par la vie quotidienne. Et dans la seconde partie de la vidéo qui sera plutôt consacrée aux lectures pour le mois d'août, je vais vous présenter les ouvrages que j'ai sélectionnés pour le livrathon féminin qui est organisé par Antastasia Lit qui nous demandait de choisir 5 livres, tous écrits par des autrices dans des catégories différentes. Donc je vais vous expliquer un petit peu ma sélection et pourquoi j'ai décidé de lire ces ouvrages. Alors tout d'abord, pour une lecture que j'ai déjà faite en ce début de mois de juillet, je vais vous parler de L'homme qui s'appelle La langue des serpents de Andrus Kivirak, qui est un livre qui m'avait beaucoup été recommandé, surtout lorsque je vous avais demandé sur Instagram quelles étaient vos lectures préférées écrites à peu près avant 2010, donc disons très contemporaine, qui est publié aux éditions Tripod et traduit depuis l'estonien. J'ai beaucoup aimé ce roman, ça a été une très belle lecture. Il s'agit de réalisme magique, pour tout vous dire, je suis normalement pas une très grande fan de ce genre littéraire. Cependant, cela prend place en Estonie au XIIIe siècle, à une époque où il y a une sédentarisation des populations estonienne lorsqu'il y a des invasions de chevaliers teutoniques qui viennent d'Allemagne et qui commencent à construire des villes, à convertir les gens au christianisme et à les pousser à travailler dans les champs. Et petit à petit, les Estoniens qui jusqu'à présent vivaient dans les forêts vont tous converger vers des villes et des villages, abandonner le paganisme et le Moyen-Âge va débuter de cette manière-là, d'une façon un petit peu plus tardive que dans l'Europe de l'Ouest. Et ce que Kivirak va faire, c'est qu'il va un petit peu réimaginer cette période en y ajoutant des éléments fantastiques justement, puisqu'il s'agit de réalisme magique, et en imaginant tous ces peuples des forêts qui peuvent parler aux animaux, notamment aux serpents qui vivent en osmose avec la nature, et comment cette transition va se passer. Donc je vais pas trop vous en dire plus parce que je risquerais un petit peu de spoiler, mais j'ai trouvé que c'était un roman très bien équilibré, j'ai beaucoup apprécié le style, j'ai trouvé que l'auteur arrivait tout autant bien à dénoncer le fanatisme religieux au fait qu'il vienne du passé ou du présent, donc qu'il soit dans le cadre du paganisme et dans le cadre du christianisme, et qu'il arrivait vraiment avec nuance, à parler du débat complexe qu'il y a entre tradition et modernité et toutes ces périodes compliquées finalement où l'on progresse mais on doit également abandonner certaines choses. J'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé qu'il y avait des lectures multiples finalement et j'ai vraiment été séduite par ce roman. Je suis généralement assez satisfaite par ce que je lis aux éditions Le Tripod et je vous recommande d'y jeter un coup d'œil. Le traducteur a fait un super bon boulot et d'ailleurs il a écrit... Attendez que je vous retrouve son nom. Oui, c'est Jean-Pierre Minaudier qui a également écrit Poésie du Gérondif, qui est un livre qui m'intéresse beaucoup. Du coup, j'ai un petit peu plus envie de rentrer dans son univers à lui également. Mais je remercie toutes les personnes qui m'ont conseillé ce roman, qui a constitué pour moi une très bonne lecture. Ensuite, alors là, j'ai vraiment un pavé encyclopédique, je dirais. J'ai assez spontanément décidé de me mettre à lire M, Il figlio del secolo, qui est traduit par M, le fils du siècle en français, d'Antonio Scurati, qui est un livre qui me tentait depuis pas mal de temps. Il a rencontré beaucoup de succès en Italie, il s'est écoulé à 500 000 copies, sauf erreur, il a gagné le prix Strega en 2014, qui est à peu près l'équivalent du concours. Il s'agit d'une investigation d'un roman historique sur le fascisme et notamment sur le développement du fascisme à partir de 1919 jusqu'à son apogée dans les années 30 et jusqu'à la fin de la guerre, qui va prendre
le point de vue de Mussolini. Alors ils disent, pour un peu vendre le livre, que c'est du point de vue de Mussolini, ce qui est un peu exagéré puisqu'on va également voir d'autres figures historiques, politiques importantes de l'époque, autant des communistes, des socialistes, des artistes que justement des fascistes comme Mussolini. Mais ça va vraiment partir de différentes perspectives et essayer de retracer cette période qui est un petit peu méconnue, même en Italie, qui est vraiment celle de l'après-Première Guerre mondiale. Et d'une période très complexe puisque en Italie il y a eu énormément de partis politiques à l'avant-garde de toutes sortes de mouvements radicaux, que ce soit de l'anarchie, du communisme, du socialisme et notamment à l'extrême droite du fascisme. L'extrême droite était un petit peu divisée en deux entre fascistes et monarchistes. Pour l'instant, parce que je viens de le commencer, c'est super intéressant. C'est des chapitres plutôt courts qui sont entredécoupés avec des extraits d'articles de journaux de l'époque et de sources finalement historiques, donc qui jouent bien avec ce mélange entre réalité romanesque et réalité historique que j'apprécie beaucoup, que j'avais apprécié notamment dans HHHH que j'avais lu au début de l'année. Mais pour l'instant c'est vraiment une très bonne lecture, c'est bien écrit, ça se lit de façon fluide. Alors je peux le lire en italien, je lis pas aussi vite en italien que je lis en français. Par contre je trouve le style tout à fait abordable, c'est-à-dire que je comprends tout. Il s'est quand même écoulé un nombre important Enfin il a quand même fait de très très bonnes ventes. Et voilà, ça me met dans cet univers politique et historique très intéressant et qui est assez fondamental pour connaître finalement le XXe siècle et notamment le XXe siècle en Italie avec la montée du fascisme qui a été un précurseur du nazisme bien évidemment par la suite. Donc il fait quand même un peu plus de 800 pages, donc ça va me prendre un petit peu de temps de le finir, mais c'est vraiment une bonne saga pour l'été lorsqu'on a le temps de se lancer dans quelque chose d'assez costaud, d'assez profond et qui demande finalement pas mal de temps de lecture. Ensuite une lecture cette fois en poche mais tout de même encore une fois assez volumineuse. J'ai ici Confiteor de Jaume Cabré, je m'excuse si je prononce mal le nom de cet auteur, qui est écrit ici en catalan, qui est un autre roman contemporain qui m'avait été énormément recommandé. On me l'avait décrit comme une odyssée assez longue, complexe, prenante sur la thématique de la mémoire, puisque le personnage principal, qui s'appelle Adria, est un vieil homme qui se remémore son passé, puisqu'il est né dans les années 1950 et il est élevé par une famille qui a des attentes très prononcées envers lui, c'est-à-dire que ses parents s'attendent à ce qu'il soit un prodige en langue, en musique, en mathématiques, dans plein de domaines différents. Et dans cet environnement très particulier, il va découvrir que les sources de financement de sa famille bourgeoise sont particulièrement louches et qu'ils se font énormément d'argent à travers du vol. Donc étant donné que ce sont les années 1950 que cela se passe en Espagne, je ne serais pas surprise que cela ait un lien avec le franquisme et donc avec le nazisme, encore une fois, surtout qu'en quatrième de couverture, ils disent qu'effectivement on va parler de l'Allemagne d'Asie, de la Cité du Vatican et également d'Auschwitz-Birkenau. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, j'espère vraiment que ça va être une épopée historique et personnelle où le destin personnel d'une famille va être pris finalement dans les méandres de l'histoire, puisque c'est une thématique que j'adore. Si vous me suivez sur cette chaîne, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais j'ai eu vraiment des retours dithyrambiques sur ce livre, donc j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite on passe au littératon féminin auquel j'aimerais m'atteler au mois d'août. J'ai choisi des lectures plutôt courtes pour ne pas avoir que ça à lire et puis également voilà pour rester pour ne pas être trop ambitieuse, puisque quand même le mois d'août je risque d'avoir déjà un petit peu moins de temps libre. Mais la première catégorie, il s'agit d'une autrice étrangère. J'ai fait simple, j'ai choisi The Belger de Sylvia Plath, qui est donc une autrice américaine. Je l'ai déjà lu, mais je l'ai lu il y a vraiment plusieurs années, j'en garde un souvenir extrêmement vague. Tout ce que je sais, c'est que le personnage principal d'Esther, qui est un peu inspirée de la vie personnelle de Plath, est une jeune femme qui a l'opportunité de travailler pour un grand magazine de mode à New York, mais qui tout en rencontrant un succès professionnel extrêmement précoce va avoir de nombreux problèmes de santé mentale. Si vous connaissez un petit peu la vie et le travail de Sylvia Plath, c'est vrai que c'est une thématique extrêmement importante, autant dans sa poésie que dans sa prose. Donc c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir, mais peut-être que je l'avais lu sans
j'ai l'impression que je l'avais lu à un moment où mon niveau d'anglais me le permettait sans réellement tout saisir, et c'est peut-être pour ça que j'en garde pas un souvenir frappant. Donc j'ai vraiment envie de me relancer dedans et de relire ce classique qui est également plutôt relativement court. Il fait à peu près 200 pages, mais voilà, qui est quelque chose, je pense, qui devrait être finalement plutôt abordable. La seconde catégorie, il s'agit d'une poétesse. Je lis assez peu de poésie au fait, et c'est quelque chose auquel j'aimerais remédier, parce que j'ai vraiment l'impression qu'également en tant que lectrice, j'ai beaucoup tendance à... En tant que lectrice, donc plutôt de romans, j'ai beaucoup tendance à comprendre, enfin à m'intéresser surtout à l'intégralité, à une œuvre de manière générale, mais j'ai l'impression d'avoir quand même quelques lacunes au niveau de... lorsqu'il s'agit de lectures plus proches, et finalement la poésie cela nous force à faire ça, puisque l'on doit vraiment examiner et apprécier chaque ligne, chaque mot qui est utilisé. Et donc j'aimerais, ouais, si c'est possible, hein, mais essayer de développer ma sensibilité pour la poésie et un petit peu découvrir également des auteurs et des autrices. J'ai sélectionné The Wild Iris de Louise Gluck, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2019, en 2020, maintenant je suis plus sûre, mais qui était une poétesse finalement assez méconnue, une poétesse américaine, et qui n'avait jamais été traduite en français, même si là je l'ai en anglais. Mais le prix Nobel de la littérature, ça lui a vraiment permis de sortir un petit peu de l'ombre et d'être un petit peu plus appréciée. Donc voilà, je me dis que je vais vraiment pouvoir profiter de chaque poème. Autre particularité, à part Wyndham Lewis et T.S. Eliot, je suis pas très sensible à la poésie en anglais. Pour moi la langue joue un gros rôle, mais j'aimerais quand même continuer à découvrir la poésie dans cette langue, surtout de la poésie plutôt contemporaine, pour vraiment essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Et j'ai décidé de profiter de ce littératon féminin pour ressortir cet ouvrage de poésie. Ensuite, dans la troisième catégorie, nous avons une autrice qui a écrit avant le 19e siècle. Je vous avoue que ça a été la catégorie la plus difficile pour moi. Je connais très mal toutes les grandes femmes écrivaines, les femmes de lettres du 18e. C'est vrai que c'est vraiment une période avec laquelle j'ai un petit peu de mal. Il y a déjà certaines œuvres du 18e, notamment forcément Les Liaisons dangereuses, qui me touchent personnellement, mais pour moi je suis vraiment une grande lectrice de romans du 19e et du 20e. Donc j'ai beaucoup hésité à prendre Corinne ou l'Italie de Madame de Staël, qui est un roman que je veux lire depuis des années, sauf qu'il est quand même assez long. Et avec les autres grosses lectures que je risque de devoir faire en parallèle, je me suis dit que c'était peut-être pas très réaliste, surtout que j'ai beaucoup de peine à vrai dire à lire deux choses en même temps. Donc j'ai finalement sélectionné La femme auteur de Madame de Genlis. Je l'ai pas sous la main maintenant, mais je l'ai commandé, il devrait bientôt arriver, qui est un roman, attention je triche, écrit en 1802, donc au 19e siècle, mais Madame de Genlis a quand même vécu une grande partie de sa vie au 18e, donc j'espère que cette petite faute va m'être pardonnée, mais qui est un roman qui a pour personnage principal une femme qui veut écrire à cette époque. Et de ce que j'ai lu sur internet, ça m'a l'air assez particulier. Enfin, je m'attendais pas à ce que Madame de Genlis prenne cette perspective, puisqu'elle va finalement examiner quelles sont les capacités d'écriture de cette femme, et ce ferreur, elle va soutenir l'idée qu'une femme doit avant tout écrire sur des sujets moraux, si je ne dis pas de bêtises, qui relatent à la morale. Et je trouve ça intéressant, puisque c'est quelque chose qui a été finalement souvent reproché aux femmes, c'est qu'elles ne, soi-disant bien évidemment, elles n'étaient pas assez hardies, elles n'étaient pas assez innovatives, et très souvent elles écrivaient des romans assez moralisateurs. Donc j'espère ne pas être déçue par cette œuvre, puisque je ne suis pas une très grande fan d'œuvres, je pense que tout le monde, que personne ne l'est sur cette chaîne, mais d'œuvres qui ont vraiment une portée morale extrêmement explicite et présente. Cependant voilà, Madame de Genlis, une grande femme de lettres du 18e et du début du 19e. Je pense que l'on va voir également cette période historique charnière qui est celle de la fin des Lumières et du début de la Révolution française, qui est finalement une période qui n'a pas forcément été très favorable envers les femmes, dont le rôle a très été rapidement effacé après la Révolution française. J'ai quand même hâte de découvrir cette plume, c'est plutôt court, ça m'a l'air abordable,
et peut-être que je vais un petit peu plus découvrir les grandes plumes de ce siècle. La quatrième catégorie, il s'agit d'un ouvrage de non-fiction écrit par une femme et ça m'a permis de découvrir que j'ai depuis plusieurs mois dans ma bibliothèque le livre parfait pour cette occasion, puisqu'il est écrit par une autrice mais il parle d'un auteur que j'aime beaucoup. Ultra Proust, une lecture de Proust, Baudelaire et Nerval de Nathalie Quintane, publiée aux éditions La Fabrique. J'ai acheté ce livre parce que je ne m'attendais absolument pas à ce que les éditions La Fabrique, qui normalement parlent plutôt de thématiques sociales liées au féminisme, au racisme, à différents conflits qui prennent place dans le monde, publient quelque chose sur la littérature et sur Proust. Cela m'a vraiment intriguée. Et de ce que j'ai pu lire, surtout de la quatrième de couverture, il s'agit d'une réflexion sur la façon tout d'abord dont nous lisons Proust aujourd'hui et la façon surtout dont certains éléments implicites peuvent nous empêcher de profiter d'une lecture naïve et objective autant qu'elle peut l'être bien évidemment de Marcel Proust, parce que c'est un auteur qui est finalement un mythe, qui a finalement été mis sur un piédestal, certainement... Vous le savez, moi je pense que cela est justifié, mais que cela peut également être parfois un petit peu exagéré et pousser de nombreuses personnes à se sentir très intimidées face à la lecture de Proust. Donc tout d'abord il y aura une réflexion sur est-ce qu'on est finalement légitime de lire Proust et quelle réflexion on peut avoir sur cet auteur lorsqu'on n'est pas un grand spécialiste proustien, et finalement comment on rentre dans cet univers. Et Nathalie Quintane va mettre la lecture de Proust en parallèle avec sa défense de Baudelaire et de Nerval à l'époque. Donc je n'en sais pas plus, je suis très intriguée. C'est vrai que Proust dans Contre Sainte-Beuve avait défendu énormément ces deux grands auteurs. Donc j'ai très hâte de voir tout cet aspect poétique, tout cet aspect littéraire, tout cet aspect politique, tous mis ensemble dans une seule œuvre. Je sens que ça va être assez provocateur, mais en même temps je ne pouvais pas ne pas l'acheter dès que j'ai vu le nom de Proust et dès que j'ai vu que c'était publié aux éditions La Fabrique. En cinquième et dernière catégorie, il s'agit d'une catégorie libre, donc prenez ce que vous voulez. J'ai vu énormément de choses qui ont circulé, mais j'ai finalement décidé, et c'est purement par convenance personnelle si vous voulez, j'ai sélectionné Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. J'ai lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, on m'a énormément recommandé Mémoire d'une jeune fille rangée depuis des années. J'entends dire que c'est un classique, que ça permet de mieux comprendre la vie de Simone de Beauvoir, ses origines bourgeoises, son entrée dans les milieux littéraires et intellectuels. Et donc voilà, c'est un livre un petit peu que j'ai dans ma pile à lire depuis des années et des années. Je me suis dit c'est un littératon féminin. Quoi de mieux que de lire une reine, littéralement une icône de la pensée féministe du XXe siècle à travers Simone de Beauvoir, et de lire ses mémoires, de connaître un petit peu plus sa vie qui est certainement très fascinante. Surtout que Beauvoir, alors j'ai adoré Le deuxième sexe, là n'est pas la question, mais Beauvoir sur un plan plus personnel je la trouve quand même assez ambiguë. Pour être parfaitement honnête, elle a toujours eu un côté, et c'est purement dans ma tête, mais elle a toujours eu un côté un peu froid également, quasiment antipathique, et je me dis que peut-être en lisant ses mémoires je vais la découvrir sous un nouveau jour et me réconcilier un petit peu avec elle. Donc voilà, c'était mon choix pour la catégorie libre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau numérique je ne vais pas lire forcément beaucoup, j'ai surtout envie de lire des gros livres que je peux également prendre avec moi en vacances, puisque je vais un petit peu voyager vers la fin de ce mois. Donc je suis très contente de pouvoir prendre juste un ou deux livres et de savoir que cela va largement m'occuper. Si vous participez au littératon féminin, n'hésitez pas à me dire les ouvrages que vous avez sélectionnés dans les différentes catégories. Sinon n'hésitez pas à me dire quel roman vous êtes en train de lire pour cette période estivale, avec une météo un peu particulière. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu littéraire de ma part, et également à me suivre sur Instagram si vous êtes sur cette plateforme. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye!